Il existe deux sortes de courants électriques. Le courant continu et le courant alternatif. Ces deux types de courants sont aussi dangereux l'un que l'autre, et l'on peut raisonner d'une manière identique pour ce qui est des risques. Un générateur de courant continu possède deux bornes, une borne plus et une borne moins. Le courant alternatif est lui distribué par l'intermédiaire d'une borne neutre et d'une ou plusieurs bornes phases. Raisonnons sur le cas d'un courant monophasé, c'est-à-dire distribué par l'intermédiaire d'une seule borne phase et d'une borne neutre. L'important est que dans de nombreux cas, la borne neutre est reliée à la Terre. Or, la Terre est très bonne conductrice du courant électrique du fait de son humidité et des minerais qu'elle contient. Sa résistance est faible. Imaginons un circuit électrique utilisant par exemple un générateur EDF. Les conducteurs formés par les lignes électriques qui véhiculent le courant jusqu'aux bornes d'une prise et une baladeuse comme récepteur. Branchons la baladeuse. Voici le cheminement normal du courant. Pourtant, une autre possibilité de retour au générateur est offerte au courant. Si la phase est reliée accidentellement à la Terre à travers une résistance, le courant électrique empruntera aussi cette voie pour retourner à la borne neutre du générateur à travers la résistance de la Terre qui est faible. Si je vous dis que le point de contact est un fil dénudé et que la résistance qui fait le lien entre ce point et la Terre, c'est vous. Votre corps est traversé par un courant électrique. Dans le meilleur des cas, si la résistance de votre corps est importante, vous prendrez une châtaigne. Mais si la résistance de votre corps est faible, ce sera la mort par électrocution. Plusieurs barrières vont essayer d'empêcher le courant de passer. Et d'abord votre peau. C'est elle qui a la plus grande résistance dans votre corps, elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera sèche et calleuse, et que la pression exercée sur le conducteur sera faible. Le sang et les organes étant très conducteurs, les dernières barrières efficaces seront dans ce cas à nouveau la peau de vos pieds, puis vos chaussettes et vos chaussures. Enfin, la qualité du sol sera déterminante, suivant qu'il est conducteur, en milieu humide par exemple, ou isolant, par exemple sur une moquette. D'autre part, des expérimentations sur l'homme et l'animal ont montré qu'une intensité de 5 mA provoquait une secousse électrique. À partir de 10 mA, les muscles se contractent. On atteint le seuil du non-lâché, c'est-à-dire que les mains peuvent rester crispées sur le conducteur. En milieu sec, prenons pour référence une résistance de 5000 ohms pour le corps humain. Un ouvrier a les mains sèches, il a des chaussures aux pieds, sa résistance est de 5000 ohms. On peut négliger les résistances des conducteurs et celles de la Terre qui sont très faibles en comparaison. Appliquons la loi d'Ohm. U égale R multiplié par I avec l'intensité dangereuse de 10 mA, c'est-à-dire 0,01 A. U est donc égal à 5000 ohms multiplié par 0,01 A. On obtient la valeur de U, 50 volts. Conclusion, en milieu sec, une tension est dangereuse à partir de 50 volts. Cette fois, l'ouvrier a les mains humides et les pieds dans une flaque d'eau. Prenons pour référence dans ce cas une résistance de 2500 ohms pour son corps. Appliquons la loi d'Ohm.
avec I toujours égal à 10 mA, c'est-à-dire 0,01 A. La tension U est à ce moment égale à 2500 multiplié par 0,01 A. Si on effectue la multiplication, on tombe sur U égale 25 volts. Conclusion, en milieu humide, une tension commence à être dangereuse à partir de 25 volts. Quand on sait que le téléphone est alimenté en 48 volts, le bain peut se transformer en tragédie. Imaginez ce qui se passerait a fortiori avec un séchoir à cheveux, alimenté en 220 volts. La mort instantanée. Plus insidieux sont les contacts entre une phase et une partie du corps par l'intermédiaire d'un objet conducteur. En voici plusieurs cas, malheureusement courants. La pièce métallique qui à chaque fois relie le corps et la phase est très conductrice et porte instantanément le corps au potentiel de la phase. Un instant d'étourderie suffit. Le courant électrique ne se voit pas, ne s'entend pas, mais tendez-lui une perche, il ne la ratera jamais. Voyons à présent les accidents sournois qui peuvent se produire quand le corps entre en contact avec un appareil électrique dont la carcasse a été accidentellement portée au potentiel de la phase. Voici justement la circulation du courant dans une perceuse. Notons que le boîtier de cette perceuse est métallique, donc conducteur. Un amas de limaille de fer à l'intérieur vient de réaliser un point de contact entre la phase et cette carcasse. Le boîtier est porté au potentiel de 220 volts par rapport au neutre, mais aussi par rapport à la Terre. Attrapez cette perceuse et vous bouclerez le circuit mortel. Vous serez porté au potentiel de 120 volts et le courant pourra s'évader à la Terre à travers votre corps. En voici un exemple sur cette perceuse. Ce genre de défaut est souvent bien difficile à déceler. C'est pourquoi il est indispensable de mettre à la terre tous ces appareils. Quel est le principe de la prise de terre ? Imaginez que l'on relie la carcasse de cette perceuse à la terre. Un défaut intervient, une phase dénudée entre en contact avec le boîtier. Ce boîtier est instantanément porté au potentiel de 220 volts. Si on prévoit une liaison entre le boîtier et la terre, le courant électrique va prendre cette voie et retourner au générateur. Quand le bricoleur va saisir la perceuse, le courant électrique aura une voie supplémentaire pour retourner au générateur, le corps du bricoleur. Si la résistance de la prise de terre est suffisamment faible par rapport à celle du corps, le courant préférera s'engouffrer dans cette liaison. Une prise de terre en bon état est indispensable pour la prévention des contacts indirects. Les dangers corporels causés par le courant électrique dépendent principalement de l'intensité du courant qui traverse le corps, du trajet du courant dans l'organisme, de la durée du passage du courant dans le corps. Nous l'avons vu, l'intensité du courant électrique qui traverse le corps est fonction de la résistance même du corps et des facteurs extérieurs qui vont favoriser ou non le contact. Le courant électrique va d'abord rencontrer la barrière de la peau, obstacle du corps le plus efficace contre le courant. Cette barrière sera d'autant plus efficace que la peau sera épaisse et sèche. Une peau fine et humide offrira beaucoup moins de résistance à l'entrée du courant.
La résistance des tissus internes et des organes est très faible. Pensez à l'eau salée. Heureusement, les éléments extérieurs interviennent aussi. Bien entendu, un obstacle efficace contre le passage du courant peut être une paire de gants, des chaussures, des vêtements adaptés. Par contre, un environnement humide réduit considérablement la résistance du corps. Le courant électrique prend, c'est une règle générale, le trajet qui lui offre le moins de résistance. Cette règle s'applique aussi au corps. Par exemple, ce contact sera probablement douloureux, mais sans danger mortel. Le sujet étant bien isolé du sol par le tapis et des chaussures sèches, le courant ne traversera que la main. En revanche, pour la même tension et la même résistance du corps, ce contact sera probablement mortel. En effet, le courant traversera tout le corps et les organes qu'il contient avant de ressortir très facilement par le pied plongé dans l'eau. La durée de passage du courant sera elle aussi déterminante. Il est rare qu'un électrisé encore sous tension puisse s'en sortir seul. Le courant contracte les muscles qu'il traverse, et le cœur est un muscle. Plus les secours tarderont, moins l'électrisé aura de chances de survivre. En plus de ces effets de contraction qui peuvent mener à la mort, le courant électrique brûle. Il brûle au point d'entrée, au point de sortie et à l'intérieur du corps par réaction chimique. Enfin, attention au court-circuit à proximité d'un sujet. La chaleur dégagée est énorme et les projections de métal en fusion peuvent faire des dégâts considérables. Une connexion mal réalisée, un conducteur de section trop faible, ou encore un récepteur de puissance trop élevée pour l'installation, sont autant de causes d'échauffement dans un circuit électrique. Tout circuit électrique qui chauffe peut être à l'origine de l'inflammation des matériaux à proximité et donc d'un incendie. Un arc électrique peut lui aussi être la cause d'un échauffement et provoquer un incendie. Voyons le principe avec un poste de soudure à l'arc. À une tension élevée, l'isolant Keller ne remplit plus son office si les deux bornes sont suffisamment proches l'une de l'autre. Un pont d'air conducteur est réalisé et se poursuit tant que les deux bornes ne sont pas suffisamment éloignées. Ce phénomène dégage énormément de chaleur et les risques d'incendie sont importants quand il se produit accidentellement sur une installation. Ce phénomène que l'on appelle l'amorçage est aussi bien entendu dangereux du point de vue électrisation. C'est pourquoi une distance de plusieurs mètres est à respecter entre une ligne à haute tension et par exemple une grue. Une atmosphère est dite explosive si, dans un lieu donné, un mélange air-gaz est en proportion propice à l'explosion. Il suffit alors d'une petite énergie d'activation pour occasionner la catastrophe. Cette petite énergie d'activation peut être une étincelle, et cette étincelle peut être d'origine électrique. Les lieux où l'atmosphère risque d'être explosive imposent l'emploi de matériel adapté. Ces appareils sont construits de sorte qu'aucune étincelle ne puisse sortir du coffret. Il s'agit de matériel appelé antidéflagrant. Il est bien entendu hors de question d'ouvrir le coffret d'un de ces appareils sans habilitation. Des procédures très strictes existent dans les industries où le risque d'explosion est présent. Respectez-les.